7 mars 2024, nous célébrons la Sainte Félicité. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de prendre le rendez-vous de l'information sur Canal 3 Bénin. Voici les titres. Les députés de la 9e législature ont modifié le code électoral. C'était mardi dernier à l'Assemblée nationale. Suivez dans cette édition le compte-rendu de Emma Rodono. José Didier Tonato, ministre en charge du cadre de vie, et Wilfred Léandre Rungbeji, porte-parole du gouvernement, ont éclairé la presse nationale et internationale sur les procédures de libération du périmètre de Togbin, zone 4, qui fait depuis quelques semaines objet de polémique. C'était en début de semaine lors d'une conférence de presse. Les détails dans un instant. Et puis Blaise Seton prend désormais la tête du conseil d'administration de l'Union nationale des aviculteurs professionnels du Bénin. Il a officiellement pris fonction mardi dernier. Les précisions à suivre. À nouveau, bonjour. Les députés étaient en plénière ce mardi pour modifier le code électoral. On retient que les modifications introduites viennent pour l'essentiel corser les conditions d'éligibilité au Bénin. Suivez ici avec Emma Rodono le compte rendu de la plénière qui a acté la modification du code électoral. Adopté par 79 voix pour, 28 contre et une abstention, après des débats houleux et incisifs, le code électoral est ressorti du moule parlementaire avec d'importantes modifications. On retient entre autres que désormais, le duo de candidats à la fonction de président doit être parrainé par 15% de l'ensemble des élus, députés et maires, qu'un parti politique sera éligible à l'attribution des sièges s'il obtient au moins 20% des suffrages exprimés, respectivement dans chacune des circonscriptions électorales, que les députés et maires n'ont pas le droit de parrainer un candidat en dehors du choix de leur parti politique et que le dépôt des dossiers de candidats à l'élection présidentielle aura lieu avant les élections législatives et municipales. Ces dispositions sont jugées exclusives et chrysogènes par l'opposition, tandis que la mouvance estime que c'est là la recette pour renforcer les partis politiques. Monsieur le Président, je prends l'article 132, l'amendement qui est fait par rapport au parrainage. Le nouveau mode, c'est que aucun député ou aucun maire ne va refuser de parrainer un candidat de son parti pour aller parrainer un candidat d'un autre parti. Est-ce que ce n'est pas sain? Est-ce que ce n'est pas correct? Si nous ne maintenons pas le train de ces réformes, nous risquons de faire tout cet effort pour rien. Et nous rêvons d'un pays où le débat démocratique se ferait dans la discipline avec des partis crédibles. Lorsqu'on nous convoquait dans un passé récent, je le dis, venez les partis politiques, quand vous allez vous asseoir, vous voyez des gens qui, leur assemblée générale pourrait se tenir dans une cabine téléphonique, assis à côté de grands chefs de parti, se discuter les mêmes droits. Ça ne nous honorait même pas. Quand nous allons finir d'étudier ce qui est déposé, le peuple sera heureux de savoir que n'importe qui ne peut plus se lever dans un coin, créer un parti pour dire que lui aussi est chef de parti et que ce parti existe et peut s'asseoir autour de la même table que des partis nationaux. Voilà globalement ce que je voudrais dire, vous dire merci. Merci à vous tous, même si c'est amer, nous allons essayer d'avancer pour que le Bénin sorte grandi. Il est clair que les amendements apportés par l'honorable Avavon Ebla sont chrysogènes. C'est mon ami, mais il faut que je lui dise ça. Alors, la question qu'on se pose lorsqu'on met le parrainage à 15%, on se pose la question de savoir si nous sommes encore dans une démocratie pluraliste. Qu'est-ce qui peut justifier le fait que nous savons très bien que les élections législatives et communales auront lieu avant les présidentielles. Et il se fait que le candidat à la présidentielle dépose sa candidature avant les élections, avant même les candidats des élections législatives et communales. Qu'est-ce qui se cache derrière ça, Monsieur le Président? Monsieur le Président, j'ai le sentiment qu'il y a des gens qui sont mal à l'aise quand on est
en situation de paix. Il faut troubler la paix. Ces propositions qui sont faites sont des propositions de pyromanes. Je pèse bien mes mots, de pyromanes. C'est une escroquerie politique pure que d'avoir fait des propositions tendant à dire on va faire alliance gouvernementale avant d'aller aux élections. Ça veut dire quoi ça? C'est une escroquerie pure. Tout ce qui est fait là a pour finalité de confisquer le pouvoir par quelques partis et de s'installer dans la confiscation durablement. Ce n'est pas acceptable. La Constitution dit que ce sont les élus. On ne force pas les élus, on ne désigne pas pour les élus. La Constitution n'a pas dit ça. Lorsque la disposition oblige l'élu à donner à quelqu'un du parti, je crois que ça devient contre la Constitution. Satisfaction au sein de la mouvance, insatisfaction du côté de l'opposition. Les uns et les autres ont les yeux désormais tournés vers la Cour constitutionnelle pour son regard sur ce code électoral modifié. En procédant à une relecture profonde du code électoral allant ainsi au-delà des prescriptions de la Cour constitutionnelle qui avait juste demandé de rétablir l'égalité entre députés et maires pour le parrainage en 2026, l'Assemblée nationale n'est-elle pas allée dans le décor? Le député du Bloc républicain, Nassirou Arifari Bako, pense que oui. Et il a fait savoir lors de la plénière. Selon lui, les députés se devaient juste de faire une mise en conformité par rapport à la décision de la Cour constitutionnelle et non faire une relecture profonde du code électoral. Nous allons suivre un extrait de ses propos. L'article 3 de la décision DCC 2024-001 stipule ce qui suit. Dit que l'Assemblée nationale est invitée à modifier le code électoral pour, d'une part, rétablir l'égalité du pouvoir de parrainer à l'égard de tous les maires et, d'autre part, rendre conforme à l'article 49 de la Constitution les dispositions de la loi numéro 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral. De ce qui précède, Monsieur le Président, on peut aisément déduire que la Cour constitutionnelle demande à la représentation nationale de résoudre deux problèmes. L'un relatif au parrainage des maires et l'autre une correction d'une erreur matérielle qui, du reste, n'est qu'une correction de forme pour mettre en harmonie un article du Code électoral, norme inférieure, avec un article de la Constitution, norme supérieure. Il est clair que dans son esprit et dans sa lettre, la décision de la Cour constitutionnelle est une demande de mise en conformité à la Constitution de ces deux préoccupations à travers la relecture des articles pertinents du Code électoral. Or, les propositions Akenatonde et Nourenou Achade touchent à des questions qui ne relèvent pas de la mise en conformité demandée clairement par la décision de la Cour constitutionnelle. Ainsi, la proposition Akenatonde, en demandant de fixer à 35 jours le délai de dépôt de candidature à l'élection présidentielle, touche, par exemple, au droit de parrainage des députés de la 9e législature que la décision de la Cour constitutionnelle n'a jamais mise en cause. Au vu de ce qui précède, Monsieur le Président, il est clair que toutes les dispositions proposées par les deux propositions relatives à ces, qui concernent donc la révision, ou du moins la relecture du Code électoral, qui vont au-delà de ce qui est demandé, ne devraient pas être prises en considération. Je pense, Monsieur le Président, que la Cour, en prenant la décision, nous appelle ainsi à notre sens de responsabilité en tant que représentants de la nation élus pour agir dans l'intérêt supérieur de la nation béninoise tout entière pour la préservation de la paix sociale, de la stabilité et de la sécurité de nos concitoyens que nous représentons ici dignement. Je demande alors, en conséquence, l'ajournement du débat sur cette question jusqu'à ce que les conditions évoquées ci-dessus soient levées de manière à ce que nous restreignions la relecture aux deux seuls points
soulevées par la décision de la Cour constitutionnelle. Je vous remercie, Monsieur le Président. Dans la suite de cette édition en mission au Bénin depuis lundi dernier, une délégation du Niger était ce mardi 5 mars 2024 sur la station terminale de Sémékraké. Composée des hauts responsables de la douane nigérienne, la mission est allée s'enquérir des nouvelles de l'opérationnalisation du site. Le point de la visite dans ce reportage de Ingrid Day. C'est dans cette salle de refuge que démarre la visite de la délégation de la douane nigérienne sur la station terminale de Sémékraké. À cette étape, les visiteurs ont été entretenus sur les différentes règles de sécurité à observer sur le site en vue du bon déroulement de la visite. Cette séance consiste à vous parler un peu de l'aspect sécurité. Quelques minutes après ces échanges, les voici déjà dans la salle d'opération et de contrôle de la plateforme. Ici et à toutes les étapes de la visite, ils ont été longuement informés sur les objectifs du projet de Pipeline Export Niger-Bénin, les caractéristiques de la station terminale de Sémékraké et le fonctionnement du joyau, une infrastructure dont la qualité et les retombées économiques pour les deux États sont ici louées par les visiteurs. Il y a eu suffisamment de littérature sur ce joyau. Il s'agit quand même de l'énergie, il s'agit du pétrole, il s'agit du gaz. C'est essentiel dans le développement d'une nation en termes de revenus, en termes de fiscalité, en termes de fret. Vous-même, vous voyez la qualité, l'ampleur du joyau que nous avons ici. C'est révélateur de la bonne entente entre les deux peuples. On entend parler, mais lorsqu'on vient sur le site, on fait le constat que c'est un joyau qui est véritablement important pour le développement des deux nations. Il faut venir pour voir, et ils sont venus voir. Et véritablement, on a l'impression que quelque chose se fait durablement pour le développement de nos peuples. D'une longueur totale de 1980 km, dont 675 sur le territoire béninois, ce système de transport par canalisation sert à évacuer le pétrole brut produit au Niger vers le marché international via le territoire national. La visite a permis à la délégation douanière béninoise de revenir sur son implication dans le fonctionnement de la plateforme. Nous, au niveau par exemple des douanes béninoises, tout est fait prêt. Nous avons déjà mis en place une procédure. Il y a les formations qui ont déjà été effectuées. Nous avons déjà eu beaucoup de réunions avec WAFCO et autres. Sur ce plan aujourd'hui, même dans les minutes qui suivent, si on claque les doigts pour dire est-ce que la douane béninoise est prête, je vous dirais que nous, au niveau de la douane béninoise, conformément aux autorités, nous sommes prêts et il y a des facilités qui ont été mises en place pour que le travail soit bien fait entre nos deux États. Cette visite est l'une des activités au programme de la mission d'une semaine qu'a entamée la délégation de la douane nigérienne au Bénin depuis ce lundi. Ils étaient face aux professionnels des médias ce mardi 5 mars 2024. Il s'agit de José Didier Tonato, ministre en charge du cadre de vie et du développement durable, et Wilfried Léandre Ngbeji, porte-parole du gouvernement. Ils ont entretenu les journalistes sur les procédures de libération du périmètre de Tokben zone 4 qui fait objet de polémiques, notamment sur les réseaux sociaux. Date à l'appui, ils ont rappelé les différentes rencontres avec les propriétaires terriens qui ont précédé la phase de démolition des derniers bâtiments, suivant les explications de José Didier Tonato. En ce qui concerne le projet dont il est question, l'aménagement de la route des pêches, qui est une zone touristique balnéaire qui démarre à Cotonou et qui va jusqu'à Ouida et au-delà, le gouvernement a été amené à reconfigurer totalement le projet touristique par rapport à ce qu'il était au départ. C'est ça qui a amené des modifications dans le sens d'avoir une double voie, des modifications d'avoir une façade balnéaire plus ouverte et pour, n'est-ce pas, lancer l'investissement privé dans le sens de l'aménagement touristique et balnéaire. Je voudrais ici préciser que en novembre 2020, jusqu'à récemment, la zone 4 du Tokben est une zone essentiellement foncière construite, je suis très précis, sur moins d'1% de sa surface. Pour dire quoi? Que pour définir, choisir
déterminer une zone qui doit recevoir des investissements, le gouvernement regarde également l'impact que le choix de ce périmètre-là peut avoir sur les constructions existantes. Depuis que ce projet a été défini, nous avons commencé entre 2021 et 2023 une communication basée sur l'information de la grande masse. Et beaucoup de gens se souviendront que le chef de l'État s'est lui-même déplacé plusieurs fois sur le terrain pour constater de visu, parler avec les personnes et donner les orientations de façon à permettre, par exemple, sur le front sud de la route des pêches, que les activités commerciales, les restaurants et consorts puissent continuer à mener leurs activités et que la zone qui va être touchée sur le périmètre nord soit la zone la moins impactée par les constructions. Et de façon plus précise, le 10 février 2023, nous avons fait une séance d'information animée par moi-même, le porte-parole, c'est un des ministres, le directeur général de la CIMO, au ministère des Affaires étrangères, où les principaux acteurs avec qui nous avions déjà parlé sur le terrain ont été reçus et informés sur le contenu du projet qui allait être exécuté et la façon dont, n'est-ce pas, ce projet allait impacter leur activité et les dispositions que nous étions en train de prendre pour leur permettre de continuer leur activité. Suite à cette séance du 10 février, plusieurs réunions individualisées par petits groupes ont été conduites par l'équipe de la CIMO qui est en charge de la mise en œuvre de ce projet-là pour appuyer la sensibilisation porte à porte qui a été faite en vue du démarrage effectif, pour accompagner les PAP, les personnes affectées par ce processus, à constituer leur dossier, puisque l'ensemble des dossiers devaient être déposés à l'Agence nationale du domaine et du foncier, qui est la personne responsable du dédommagement. Au sujet du dédommagement des propriétaires terriens, la procédure est respectée suivant les directives du chef de l'État. Malgré quelques résistances enregistrées au départ, le gouvernement a 2 ans durant sensibilisé les populations concernées sur l'intérêt de la mise en œuvre du projet d'aménagement du site de 80 hectares. Suivons à nouveau les clarifications du ministre suivies de celles du porte-parole du gouvernement. Je voudrais dire ici que ce traitement qu'on a fait fi de ce que la loi nous imposait de faire. Je vais vous lire les conditions dans lesquelles la loi autorise normalement l'État à dédommager en réalité. Conformément au Code foncier et domanial, le dédommagement doit être justifié par la détention d'un titre foncier et d'un permis de construire en cas de construction. Autrement dit, seuls les détenteurs de titres fonciers et de permis de construire devraient bénéficier d'un dédommagement. Si je regarde le périmètre dont nous parlons, je ne crois pas qu'il y ait eu un titre émis entre novembre 2021 et la date d'aujourd'hui où nous sommes en train de parler. Nous n'avons pas délivré de titre foncier. Je n'ai pas souvenance ni connaissance d'un permis de construire qui a été délivré dans cette zone. Donc ça veut dire que je suis en face de personnes affectées par le projet qui ne sont pas régulièrement constituées pour être dédommagées. Et pourtant, le chef de l'État, le gouvernement nous a instruit de faire fi de ces exigences que nous impose le Code foncier et domanial pour faire un traitement social de tout le dossier. Vous observerez que sur 1117 personnes, on a aujourd'hui moins d'une dizaine de personnes qui contestent. Mais dans l'absolu, si vous prenez les 1117 personnes, vous n'aurez pas 100 qui disposent d'un titre foncier. Et parmi ceux qui ont construit, qui représentent à peine le 10e de la superficie globale dont on parle, vous n'avez pas, sur ces dernières années, vous n'en avez pas qui disposent d'un permis de construire.
Or, on a dit tout à l'heure que, au thème des exigences de la loi, parmi les pièces substantielles à fournir pour bénéficier du dédommagement, il faut déjà montrer que vous êtes propriétaire du fonds de terre, donc un titre foncier, et il faut montrer que vous avez eu l'autorisation d'ériger un bâtiment, le permis de construire. S'il fallait s'en tenir à la loi, peut-être qu'au jour d'aujourd'hui, on aurait rigoureusement dédommagé une centaine de personnes au plus méritant d'être dédommagées et le débat aurait été clos. Pourtant, connaissant très bien la situation sociale générale et avec l'envie de faire au mieux afin qu'il n'y ait pas de douleur, on a dit prenez en compte tout le monde. De sorte que vous avez des gens qui n'ont que leur convention de vente. Il y en a peut-être qui ont introduit en temps des dossiers auprès de l'administration pour un titre foncier qui n'a pas encore abouti. Vous prenez toutes ces personnes en compte, même lorsqu'il n'y a pas eu de mutation, pour que leur nom transparaisse dans les registres de la mairie. Et vous en avez qui ont fait les bâtiments que vous voyez là, parfois R+2, mais sans aucun permis de construire. Et cela en soi déjà est une infraction. Ils étaient sur des propos recueillis par Teddy Goudalo et Elvis Tonoucoin. Je l'annonçais en titre, le conseil d'administration de l'Union nationale des aviculteurs professionnels du Bénin change de main. Après le renouvellement des membres et l'élection d'un nouveau président, la nouvelle administration a pris fonction. La nouvelle administration a pris fonction ce mardi. C'était à la faveur d'une cérémonie de passation de charges au siège de l'Union dans la commune d'Abomey-Calavi. Clément Achadé. Blaise Seton prend ainsi les commandes de l'Union nationale des aviculteurs professionnels du Bénin. Après sa brillante élection par ses pairs, il s'installe ce mardi à la faveur de cette sobre cérémonie de passation de charges. Occasion pour le président sortant de faire le point des actions menées et les grands chantiers en cours à la fin de sa mandature. Ensemble, nous avons surmonté des défis, réalisé des progrès et œuvré pour le développement de notre secteur avicole. Je tiens également à saluer le travail remarquable de mes collègues du conseil d'administration ainsi que de nos équipes dévouées qui ont travaillé sans relâche pour faire avancer notre mission et nos objectifs communs. Le tout nouveau président de l'Union nationale des aviculteurs professionnels du Bénin, étant un membre actif depuis des années, connaît bien les priorités sur lesquelles ces actions doivent être axées. Nous reprendrons sérieusement le projet de la maison de l'aviculture afin de doter notre organisation de ses propres locaux. Nous avons pour ambition de prospecter de nouveaux marchés pour nos produits avicoles. Ainsi, nos membres auront d'autres possibilités d'écoulement de leurs produits. Nous travaillerons avec la CECICA pour la redynamisation de ces activités au profit des membres. Nous ferons un lobbying auprès des institutions financières et du FNDA pour faciliter l'accès au financement pour les petites et moyennes entreprises ainsi que les coopératives. La liste des projets à réaliser par la nouvelle équipe de l'UNAP au Bénin n'est pas exhaustive. Blaise Seton et son équipe appellent les aviculteurs à saisir l'opportunité que leur offre le gouvernement qui interdit désormais l'importation des œufs et de la viande de volaille à partir de décembre 2024. Nous devons prendre conscience en tant que responsable à divers niveaux pour que chacun là où il se situe dans la filière puisse saisir cette opportunité et l'exploiter à fond. Nous voulons avoir des organisations professionnelles agricoles très fortes. Les organisations professionnelles agricoles très fortes, c'est quoi? C'est les organisations professionnelles agricoles bien gouvernées. Bien gouvernées. Après la phase de la passation proprement dite, le directeur général de l'ATDA, Paul 7, est venu prodiguer des conseils à la nouvelle équipe dirigeante tout en remerciant l'équipe sortante. L'Ordre national des architectes et urbanistes du Bénin a découvert l'usine de production de fer à béton Fabri-Métal.
L'entreprise fabricatrice de produits d'acier aux normes internationales Made in Benin a ouvert ses portes à ses professionnels de la construction. Ils ont visité les unités de production et les techniques de contrôle de qualité. C'est un émerveillement que les architectes ont achevé leur descente sur le site de Semekpodi situé dans la zone industrielle. William Cliquant, Rachidi Soubero. La visite commence à l'unité de laminage à froid. Au cœur de l'usine de Fabri-Métal, les architectes et urbanistes ont ensuite découvert en direct la production de fer à béton dans l'unité de laminage à chaud. S'en suivra la visite des laboratoires. Après la production, ils ont découvert comment nous trions la ferraille pour nous rassurer qu'il n'y a que le fer qui soit fondu. Ils ont découvert également nos processus de contrôle, une fois au laboratoire chimique, où ils ont vu comment est-ce que nous rassurons que les billettes de fer qui vont servir à la production du fer sont produites conformément aux normes internationales et que c'est vraiment du fer pur qui va sortir le fer à béton. Les architectes et urbanistes venus en visite à Fabri-Métal sont impressionnés par le mode de production basé sur le recyclage de la ferraille comme matière première. Tout en félicitant la qualité de l'investissement, ils apprécient à juste valeur le dispositif de détermination de la force et des caractéristiques physiques du fer produit sur place. Nous, les grands utilisateurs de ce fer à béton, vous remarquez en même temps notre joie. Nous avons l'un des matériaux principaux de nos grosses œuvres qui est là actuellement chez nous parce que le passé récent nous renseigne qu'il y a des moments où des grands chantiers ici dans notre pays, les grands chantiers ont manqué de fer à béton d'une certaine nomenclature et ces chantiers ont connu des retards. Ce qui a été intéressant, c'est que nous avons pu noter que vous avez des structures de contrôle de la qualité de ce que vous produisez qui vous permettent d'améliorer donc, ce matériau, la consistance de la qualité de ce matériau. Bon, ce qui n'est pas évident dans toutes les usines de production de fer. Lorsqu'on essaie de tordre ce fer, on se rend compte, et je l'ai vérifié personnellement, qu'il n'y a pas eu de défaut donc après la torsion. Et c'est ce qu'on cherche. Les entreprises conseillent tous ceux qui veulent utiliser ce fer-là pour venir à Fabri-Métal. Industrie novatrice produisant du fer à béton et assimilé aux normes internationales Made in Benin en quantité, Fabri-Métal a révolutionné le marché local avec des coûts compétitifs. Aujourd'hui, on n'a jamais eu une plainte au Bénin depuis 1 an sur un bar de fer à cause de la qualité. Alors c'est quelque chose qu'on maîtrise très bien et on voulait bien que l'ordre se déplace et le voir. Alors on est vraiment très contents aujourd'hui que l'architecte ils sont là, le président, pour constater qu'est-ce qu'on a ici. Fabri-Métal, c'est 400 emplois directs et plusieurs emplois indirects. L'entreprise salue la volonté politique du Bénin à travers l'interdiction de l'exportation de la ferraille, matière première de cette industrie. Voilà qui met fin à cette édition. Merci à toute l'équipe de réalisation et de rédaction et merci à vous pour votre attention. À bientôt.